Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komoribi. On se retrouve pour un petit live tranquille là en ce samedi 5 février. En effet, j'ai vu que j'avais plusieurs séries qui revenaient, enfin plusieurs séries d'Harry Potter qui venaient dans la Mangatech. Et je commençais à en avoir marre de mon rangement actuel qui correspondait à ordre alphabétique des maisons d'édition et dedans ordre alphabétique des titres. Et je trouvais ça cool plutôt de rassembler par auteur. Et donc là, c'est juste un ordre alphabétique d'auteur, comme si on était dans une bibliothèque classique. J'avais déjà commencé à ranger quelques-uns, après je me suis dit mais je peux le faire ça en live, et ça serait vachement mieux pour moi. Voilà, c'est pour ça que là il y a quelques tas de hors d'état. C'est des tomes qui étaient sur les lignes que j'ai déjà changés et qui ont été décalés et pas encore rangés. Mais là pour faire un tour de ce que j'ai fait, on a commencé avec Amano. On a commencé avec Amano Shirai qui fait. Hop. Qui fait le manga Kingdom Hearts. Amano Shiro d'ailleurs, peut-être l'appeler correctement parce que c'est un truc sur les auteurs, c'est con on peut appeler les auteurs correctement. Ça fonctionne. J'aimerais bien avoir les tomes intégraux de Kingdom Hearts 2, parce que normalement ça va prendre 4 si je ne m'abuse aussi, alors que ça prend déjà 4 pour 3 jeux. Mais, comparé à un autre manga qui rassemble des jeux vidéo dans des gros volumes que ça se fait pas le figure. Pokémon a un concept intéressant et dévoile très peu dans ses jeux. Par contre, en manga, ça en dévoile beaucoup plus et c'est vachement plus passionnant avec le changement de ton et les avancées que ça apporte. Autant là, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de choses en plus, si ce n'est un peu avec les simili dans 358/2 Days. Souvent ça se fait pas que ça, mais c'est pas grave. Mais sinon, comme les jeux sont déjà très chargés et très dans un ton sérieux, ils ont changé pour rendre ça plus enfantin et plus amusant, et ça colle moins bien avec ce que je veux. Attends, donc on va foutre par terre. Il n'y a pas d'arrangement. Pof. Les radiantes. Hop. Les légendaires saga. Et hop. Big Rayman. Ça c'est sur mon PC, alors réseau pas sur mon portable. Oui, tout va bien. Du coup, ensuite, j'avais oublié, donc on va le faire maintenant. Il y a Whisper in the Dark de Angel MJ. Angel MJ est un artiste sur internet que j'avais découvert avec des fine-made musicaux sur des personnages ou des épisodes de Salut les Geeks. Il en a aussi fait un sur Unknown Movies de In the Panda. Et je le suis depuis, même si finalement je n'ai pas regardé ce qu'il a fait depuis son dernier fanmade, donc ce qui commence à faire un temps non négligeable. Et donc ça change, c'est pas vraiment un manga parce que ça se lit dans un sens différent. Mais je crois qu'il est considéré comme un manga, je veux voir, mais je suis pas sûr de trouver grand chose. Étant donné que la connexion ici est pas ouf ouf. Whisper in the Dark. En tout cas, qu'importe le genre d'œuvre que c'est plutôt cool d'avoir une vision française, une vision originale, une vision d'un jeune auteur, et des thèmes vachement différents de ce qu'on connaît. Je trouve ça juste dommage que, au final, on ait un nombre de pages plutôt restreint par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire. Par exemple, là on a 160 pages, si je sais compter. Ça a l'air d'être ça. D'accord, c'est parce que c'est un chapitre bonus. Bah du coup, je pourrais les compter. Il y a 138 pages. Genre débile. Attendez, est-ce que je l'ai à la bourse du coup? Absolument pas, très bien. Voilà, bon bref. Du coup, c'est cool. Mais j'espère en voir plus dans les tomes suivants parce que là, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent pour l'instant. Je veux dire, sur la dent.
Ensuite, on a Hiromu Arakawa. Désolé pour le micro. Donc pour l'instant, on a Full Metal Alchemist, que moi je redécouvre avec cette nouvelle édition, l'édition Perfect. Et je vais faire des amis, mais je suis pas fan de la lecture tome par tome de Full Metal Alchemist. Parce que quand on a une seule grande histoire pensée de A à Z qui fonctionne en lisant tout d'un coup, et bien quand on veut lire partie par partie, on n'a pas l'impression que ça avance à chaque fois et que ça donne quelque chose de plutôt étrange, de façon très agréable à regarder comme ça. Est-ce que c'est mauvais? Loin de là. Est-ce que les personnages sont pas attachants ou les intrigues, les idées sont pas passionnantes? Loin de là. Mais il y a un peu mieux à faire, je pense, comme par exemple tout lire d'un coup, pour avoir tout d'un coup, et sentir une vraie, réelle avancée. Et Arslan, donc j'ai lu qu'un seul tome car c'était 48 heures de la BD de 2020, si je ne m'abuse, et que j'ai toujours pas rattrapé depuis. Mais ça viendra, hein. Ça a l'air plutôt pas mal. Le chara design est toujours propre, le dessin aussi évidemment. J'attends juste de. On a une introduction qui me plaît, moi, je vous avouerai. Mais en même temps, c'est basé sur un roman de base, je crois. Enfin, sur un light novel au moins. Et c'est fait en duo, ou alors c'est fait en duo parce que c'est un light novel, je sais plus pourquoi. Mais voilà. Et le Arakawa, c'est quand même une valeur plutôt sûre. Pète. Ensuite, on a du Inyo Asano, avec pour l'instant juste Un Monde Formidable, qui est son premier recueil d'histoire courte, si je ne m'abuse. Alors, Inyo Asano a pas non plus la volonté de créer des histoires farfelues qui sortent beaucoup du quotidien et qui ont d'énormes propos, donc ça de ce que j'ai vu. Mais on sent le côté maladroit de ces premières compilations, c'est sûr, parce qu'il y a quand même des failles de ce qu'il a raconté. Parce que rien n'empêche de raconter le quotidien en ajoutant quand même de temps en temps quelques trucs un peu spécifiques, mais en le faisant de manière intéressante, ça rien n'empêche. Et là, bah, on y est presque. On sent qu'il y a du potentiel sur sa façon d'écrire, mais il y a des histoires qui sont quand même moins bien que d'autres sur la façon d'être un humain et tout ça. Au final, on a une fresque plutôt pas mal et un fil rouge qui se tient, mais voilà, j'aurais voulu voir un peu plus, et c'est pour ça que je suis content d'avoir Digno Ozano et de commencer par sa première œuvre, parce que maintenant ça ne doit faire que s'améliorer. Hop. Ensuite, on a Shiroka Bakaudon. Bakaudon. Bakodon. C'est ça la française, hein. Avec Brisé par ton amour. J'ai lu que le tome 1, parce que ça fait partie du deuxième colis que les éditions Meian m'ont envoyé, à l'époque où j'étais actif et pertinent, niveau critique et niveau manga game, bien sûr. Et bah j'aime bien. C'était plutôt sombre, avec du harcèlement scolaire, avec un peu de sexualité. On voit le pourquoi du comment du public averti. On a des passages vraiment très, j'allais dire gris, ce serait très peu significatif étant donné que c'est quand même plutôt très très sombre. Parce que c'est bien violent quoi, ça dépeint le monde, ça ment pas sur ce que c'est le monde. Ça rend pas plus beau que c'est. Ça montre vraiment ses côtés négatifs et le fait qu'on faut vivre avec et que c'est pas si pire, hein, on va dire ça comme ça. Et là, au l'occurrence, faudrait que je prenne la suite. Et enfin, le dernier que j'avais fait, c'était Boichi, avec Sunken Rock édition de luxe et Origin. Sunken Rock c'est vraiment puissant, on sent bien le côté voyou, le côté je m'en foutiste, le côté je vais au bout de ce que j'ai raconté. J'aime beaucoup le fait que le héros soit si charismatique et qu'il arrive à porter à lui tout seul toutes les intrigues. J'aime moins quand ça fait des passages plus pour montrer des culottes ou des poitrines, parce que là c'est vraiment moins pertinent, hein, on va pas se le cacher. Oh les combats féminins, pouah, à peu exception près c'est ridicule. Heureusement il y a un arc qui utilise très bien ce fait, qui lui permet de dessiner autant qu'il veut ces trucs coquins et d'avoir un propos de fond. Mais alors, pour le reste,
heureusement, quand ça éloigne les personnages féminins montrés de cette façon, évidemment, parce qu'il y en a qui sont intéressants, ah, c'est vraiment très puissant dans ce que ça raconte, dans sa volonté d'être puissant. Et donc, il reste plus qu'un seul volume avant de découvrir moi la conclusion. Enfin, un demi-volume même de cette taille-là. Donc, j'ai bien hâte, parce que c'est une série que j'aime beaucoup. Et pourtant, Origin, je pense, fait un peu mieux. Et encore, je vais dire, vu qu'il y a 10 tomes, ça gère vachement mieux son rythme. Cependant, il reste le fait qu'il y a un arc que je trouve un peu long au milieu, genre tome 4, 5, 6. Parce que c'est le premier adversaire puissant que doit affronter Origin, afin d'avancer, de s'améliorer et d'aller affronter tranquillement après les derniers adversaires. Sauf que se concentrer pendant 3 tomes sur un seul ennemi sur 6, 7, un truc comme ça, alors que la série fait 10 tomes, ah c'est compliqué niveau rythme. Mais tout le reste est très intéressant sur la réflexion sur les robots, c'est des réflexions un peu déjà vues sur les robots, mais ça fonctionne très bien. Et c'est magnifique, bordel. Oh là là. Hey Boshi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Hein. Hop. Voilà, le premier étage de fait. Sachant que j'avais pas de tome à déplacer donc c'était plutôt rapide. Ah non, on se passe pas en hauteur ça. Hop. Bon bah je vais découvrir avec vous qui est le prochain dont je dois parler. Ça c'est fait. Hop. Le protectorat de l'ombrelle. Très bien. Protectorat de l'ombrelle, ça c'est fini. Les séries finies c'est là. Pika. Pika, pika, pika. Hop. Le protectorat de l'ombrelle. Adaptation sous forme de manga graphique, vu que c'est la collection Pika graphique, je crois si je ne m'abuse. Pika Graphics. D'un roman. C'est un roman que je dirais plutôt proche de Twilight, puisqu'on a des vampires, qu'on a des loups-garous, qu'on a de la romance. Mais on a quand même une héroïne qui semble faire plus de choses que Bella. Ouh, Bella. Voilà. C'était pas très cher, donc je les ai pris pendant des vacances, je les ai trouvés pas chers dans un magasin. Mais de là à dire que j'ai passé le bon moment avec, c'est peut-être un peu fort de café. Et c'est une expression peut-être un peu désuète. Il y a des passages qui sont plutôt pas mal, plutôt palpitants. Ça fait un peu sous-enquête de Sherlock Holmes, avec des fois des ennemis qui sont cachés ou des informations qui sont cachées. L'héroïne fonctionne plutôt bien. Mais alors, les amourettes et la façon de traiter le surnaturel, c'est pas tip-top non plus. Est-ce qu'il y a une conclusion complète déjà à la fin du troisième tome? Il me semble que oui, ça marche à peu près. Hein. Voilà, pas grand chose à en dire de plus. Mais du coup, j'ai oublié de dire le nom, c'est de Kyle Garriger. Et de Rem, du coup, je suppose qu'il doit être Rem dessiné. Rem doit être dessiné, doit être dessinateur. Ah, ça reste pas non plus en hauteur. Faudra pas que j'oublie que j'ai ça à mettre dedans aussi. Je vais me les mettre devant pour pas oublier. Vinland, c'est là. Yawara, c'est là. Shaman King, c'est là. Yamacha, c'est là. Demon Slayer, c'est là. Peleliu, c'est là. Dreamland, c'est là. Dr. Stone et Beastars. Beastars, là. Voilà, je ne voulais pas de les ranger. Ensuite, après Kerriger Gale. Ah, yes. Ça c'est là. Une série plutôt récente.
Attends, il va faire du mal au tome. On arrive à Tetsuya Endo avec Spy X Family, tome 1 à 6. C'est pas non plus le... Ah, super. Ça a coupé, mais c'est vraiment une collection affreuse dans la maison. Donc j'ai parlé de Kingdom Hearts, de Whisper in the Dark, de Fullmetal Alchemist et Arslan, de Un Monde Formidable, de Brisé par ton amour, de Sunken Rock, d'Origine, de Le Protectorat de l'Ombrelle, et j'ai arrêté Spy X Family quand ça a coupé, et là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 œuvres avant de voir que ça avait coupé. Yes! Donc dedans, il y a Spy X Family de Tetsuya Endo. J'avais dit que j'aimais beaucoup ça, même si c'est pas le slice of life que je préfère. J'aime bien le côté mensonge les uns sur les autres, le fait que chacun se crée, donc ça change la vision du monde qu'ils ont les uns des autres. Et ça joue aussi sur le fait qu'ils ont aussi une vision normale qui existe. Et donc c'est plutôt une sorte de confrontation rigolote entre tout ça. Voilà. Mais qui ne casse pas non plus trois pattes à un canard, parce que c'est pas le slice of life que je préfère, comme j'ai dit. J'ai hésité à dire que je préférais The Catastrophe Quadruplet, mais apparemment ça se perdait un peu aussi, mais on reviendra sur ça plus tard. Sans doute pas aujourd'hui, mais plus tard. Voilà. Ensuite, il y avait School Judgment, dessiné par Takeshi Obata. On reconnaît bien le dessin, notamment celui des Bakuman, vu que c'est plutôt proche sur le fait que c'est plus enfantin, plus dans le monde de tous les jours. On a des affaires judiciaires dans des salles de classe. J'aime beaucoup, même si la fin est accélérée parce que les lecteurs japonais n'ont pas voulu cette œuvre, ce qui est dommage pour moi, je trouve. Mais j'aime beaucoup quand même ce que ça raconte. La façon qu'ont les héros de trouver les réponses, le fait... Même maintenant, j'ai lu peut-être 4-5 fois au moins. Je kiffe toujours relire les intrigues, parce que je connais les coupables à chaque fois, ou ce qui s'est passé. Et ça n'empêche pas de kiffer. Parce que je trouve ça très bien écrit, et bien différent de ce que j'ai pu lire. Ensuite, il y a 17 ans une chronique du mal, dessiné par Yoji Kamata et écrit par Seiji Fuji. Comme j'avais dit plusieurs fois dans les tomes que je lis, dans les achats avec le manga, c'est compliqué d'en parler, parce que c'est une histoire vraie, et le dernier tome est passionnant parce qu'il a enfin le message derrière cette histoire vraie. Sauf que les trois premiers tomes se répètent comme pas possible, et sont très lents et pas forcément des plus passionnants à lire. En même temps, c'est une histoire vraie, est-ce qu'il valait mieux romancer un peu plus, et quitte à s'éloigner de ce qui s'est vraiment passé, ou alors vraiment, comme ce qui a été là, rester collé à ce qui s'est passé et quitte à faire des tomes pas forcément passionnants à lire. C'est ça qui est tout le complexe d'une vraie situation, parce qu'il faut choisir entre œuvre et transfert d'histoire. Ensuite, il y a Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto, que je trouve tout à fait honnête, parce qu'il y a plein de choses différentes, parce qu'on a vu plein d'histoires de chasseurs de démons. Mais là, soit ça se rapproche, puis ça s'éloigne, puis ça se rapproche, ou plein de trucs comme ça, en utilisant ce qui existe déjà. Mais il y a des tomes où je trouve que ça passe à côté du propos à force d'être trop loin ou trop près, et c'est très brouillon. Il n'empêche que je suis très content parce que ça teste des choses assez souvent, que ce soit au niveau du visuel ou du scénario. Et j'aimerais juste que la prochaine partie, donc j'ai plutôt hâte de découvrir, continue d'être assez faux folle au niveau des idées proposées visuelles ou scénaristiques, mais que ça arrive à le faire sans se perdre de temps en temps les tomes qui sont un peu poussifs et ne sont pas si intéressants que ça au final à lire derrière des idées palpables dont je viens de parler. Après il y a Old Boy, dessiné par Nobuaki Minegishi et scénarisé par Garwan Tsushiya. Très content d'avoir participé au financement participatif de Naban et d'avoir fait lire ça à mon père. Parce que les dessins anciens collent vachement bien à l'histoire et sont éloignés de ce que je peux lire d'habitude. Mais en même temps, on a une intrigue très intéressante au niveau des mystères, de la façon dont sont montrés les indices et tout ça. Et je trouve que le personnage principal est très intéressant. Parce que il pose des questions sur ce que c'est de se venger, sur ce que c'est de devoir chercher les réponses, sur ce que c'est de vivre, tout simplement. Et j'apprécie grandement son adversaire, parce que cette idée de les comparer au soleil et à la lune, ça marche vachement bien.
et on apporte pas mal de très bonnes choses avec ces idéaux différents. On pourrait penser que dévoiler qui est derrière tout ça, je vais dire assez vite, bon, à un rythme un peu plus rapide que prévu, pourrait gâcher les qualités de l'œuvre, tout ça, mais finalement ça mène sur d'autres qualités bien différentes et qui sont tout aussi bonnes à lire. Après il y a Sherlock, de la série Sherlock, c'est dessiné par Jay et scénarisé par Steven Moffat et Mark Gatiss. Bah c'est dommage en soi d'avoir uniquement une transmutation de la série de la BBC, mais en même temps, vu que je suis pas du genre à re-regarder à nouveau une série, et ben, je suis content de pouvoir retrouver les personnages, les intrigues et le visuel un peu de la série dans ces mangas. Ce qui est moins sympa, c'est le rythme de parution qui est pas un rythme au final, on va pas se le cacher. Et bah, je suis pas sûr qu'on fera tous les épisodes, ça il y a peu de chance. J'espère au moins une petite conclusion à peu près correcte d'ici là. Après, il y a Demon Slayer de Koyoharu Gotuge, que je trouve très fort au niveau du dessin, puisqu'il a réussi à bien augmenter en puissance entre les premiers tomes que j'ai feuilletés à la suite et les derniers tomes que j'ai lus pour le mois de janvier. Voilà. Et niveau scénaristique, je suis pas un si grand fan que ça des personnages dits gentils, puisque ce qu'on raconte sur eux, qui sont des histoires familiales et des histoires compliquées, n'est qu'une sorte d'étape vers le fait qu'ils soient un meilleur humain ou qu'ils arrivent mieux à se battre. Alors que niveau des démons, c'est des histoires qui peuvent être répétitives mais qui marchent très bien, je trouve, sur des problèmes de famille et sur ce que c'est de vivre, d'être un humain, ce que c'est de pas se sentir à sa place et tout ça, n'importe quel truc qui va passer par la tête d'un humain. Ça marche vachement bien pour eux puisque c'est une conclusion à un long voyage et à de nombreuses questions qui sont posées. Et là où je trouve les personnages positionnés comme antagonistes vachement plus intéressants que les personnages positionnés comme protagonistes. Et ça marche donc très bien dans l'ensemble des Demon Slayer. Et enfin, j'en étais à Les chefs de Lovecraft dessinés par Gu Tanabe, qui marche très bien dans ses visuels et qui me donne en soi envie de découvrir les romans en eux-mêmes. Mais je pense qu'il reste plus agréable de lire les romans, de lire les mangas plutôt que les romans, au niveau du style. Parce que déjà, là, ça fait charger au niveau de ce que ça raconte. Mais là, ça rajoute tous ces textes, tous ces mystères, plus un style peut-être un peu différent d'écriture et les descriptions. Ah, je suis pas sûr d'aimer forcément la lecture en roman. Alors que comme ça, on a une belle vision de la façon dont on a dit c'était Gutanabe, bien sûr, reçoit les œuvres de Lovecraft et nous les apporte sur un plateau. Voilà. On a enfin rattrapé ce qui avait disparu parce que la collection de cette pièce est moisie. Ensuite, j'en étais donc à Anazawa Kengo. Avec I am a hero. On va retirer le marque-page là. Hop, I am a hero, qui est plus ou moins une parodie de série de zombies. Et donc c'est la deuxième vraie que je regarde après le comics Walking Dead. Et c'est bien différent mais ça marche aussi. Je suis content d'avoir pris tous les tomes, sauf le 8 qui a jamais voulu arriver, quand la série a été annoncée en arrêt de publication. Et depuis j'ai toujours pas réussi à trouver un tome 8, et je suis très triste. J'ai mis des alertes sur la chasse au livre, je reçois le mail, soit j'arrive trop tard parce que d'autres gens l'ont pris, soit j'arrive, je commande le livre, et ça me dit ah non, c'est annulé. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu lire, j'en profite beaucoup. Bah j'ai tout lu, hein, parce que le tome 8 est fini par le lire par mes propres moyens, parce que j'avais pas le choix et que ça je pouvais au moins découvrir tous les autres tomes. J'ai même commencé à écrire 3 vidéos dessus. Je vais dire une pour 8 tomes à chaque fois, mais ça marche pas niveau timing, donc ça va être 8, 7, 7, un truc comme ça. Et je trouve ça assez fort. Il y a plein d'idées visuelles et de recherches visuelles, genre des passages à la première personne et tout ça. Et finalement, c'est un peu comme Chainsaw Man. Il y a beaucoup d'idées différentes, que ce soit au niveau scénaristique et visuel, pour des séries de zombies ou même pour des mangas en général. Mais des fois, ça se perd dans ces idées et ça devient des tomes très brouillons et pas si intéressants que ça.
Mais je préfère largement valoriser une série qui tente des trucs et qui se rate qu'une série qui tente rien du tout et qui réussit ce qu'elle tente pas. Enfin, tu vois, qui arrive à rester à peu près correct. C'est toi, je regarde Black Clover, c'est toi. Voilà, on va ranger ça. Hop. Est-ce que je continue mon tas de One Piece ou est-ce que je vais arrêter d'être débile? Hop. Hop. Ça va là, ça va là. Ça, de la place, il y a de la place. Pour en prendre un de plus. Non. Hop, 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 hop. Voilà. Celui-là, c'est fait. Oh, le prochain, ça va être tueur ballon à déplacer. C'est le manga préféré de mon papa. Mais j'ai pas dit l'auteur. Aya le Hiro, c'est de Kengo Anazawa. Donc là, on est à Kingdom de Yasuiza Hara. C'est donc pour l'instant 62 tomes basés sur la guerre d'unification en Chine. Et je trouve ça assez fort d'avoir quand même suivi pas mal de guerres ou de batailles différentes depuis le début. En 62 tomes, on a eu le temps d'en faire quelques-unes, des batailles. Et de trouver toujours des nouvelles choses à dire ou des nouvelles façons de montrer les batailles. Donc, en se concentrant sur, par exemple, sur le côté plus stratège, sur un moment important où il faut genre traverser une rivière, sur des personnages différents, tout ça. Il y a une guerre que j'ai trouvée un peu longue récemment, mais en même temps c'est la première à partir du moment où ça devient plus important et avec plus d'enjeux derrière les guerres. Mais alors, qu'est-ce que je suis raide dingue quand il y a des passages politiques, genre quand enfin nos personnages arrivent à stabiliser leur propre pays en interne et à gérer les soucis politiques et les autres forces en pouvoir, en place. Ah, qu'est-ce que je trouve ça puissant dans les textes, dans ce que c'est raconté. Et puis qu'est-ce que c'est beau. Franchement, hormis quelques tomes ou bouts de bataille qui se répètent pour moi, et des fois c'est un peu long pour pas grand chose. Je sais que c'est pour montrer que c'est une bataille compliquée, que c'est important et qu'il faut passer par là pour unifier ou des trucs comme ça. Mais je trouve ça moins pertinent parce qu'il y a moins de fond et ce que je recherche. Mais alors, le reste du temps, ça envoie. Je comprends que ce soit le moyen préféré de mon père et qu'il soit fou de joie dès qu'il y a des tomes qui arrivent. Après, même si ça me plaisait pas plus que ça, j'aurais compris également. Hein. Je suis pas non plus du genre à dire ah bah si j'aime pas, personne doit aimer. Hein. Ou alors de oh si j'aime, il faut que absolument tout le monde aime. Ils ont pas eu tout la même couleur cet homme. Voilà. Tous les One Piece ont été dégagés de là, et pourtant ça fera pas assez de place pour Kingdom. Hop. Heureusement que j'ai des grandes mains. Hop. 5, 6, 7. C'est vrai, on va prendre 8 tomes d'un coup dans les mains que ça. Ça, c'est l'escalade. Qui a rien à voir. Enfin, ça m'aide à les tenir, tu vois, mais je pouvais déjà les prendre vu que j'avais des grandes mains de base. Ça n'a pas agrandi mes mains de faire l'escalade. Je crois, j'espère. Hop.
des choses qui ont été déplacées là. Oui, c'est ça. Hop, hop. Hop, hop. Voilà. Eh non, je fais toujours pas cette place, ça. Oh! Alors, peut-être. C'est trop serré. Hop là. Ouh. C'était pas une mince affaire de déplacer cette tonne de Kingdom. Hein. Il y en a quelques-uns. Ensuite, j'en parlais tout à l'heure et j'ai lu un tome ce matin. The 4 Essential Quintuplets de Negi Aruba, donc il ne reste plus qu'un seul tome à découvrir. Et ben, au début j'étais un archi fan et j'étais trop content de quitter enfin mes mangas de bagarre pour découvrir cette œuvre. Parce que j'ai accroché très vite à l'humour, côté très très mignon, très touchant et très beau de ce qui nous était raconté. Parce que ben c'est important d'étudier ou c'est important de se donner à fond dans un domaine, mais il faut pas négliger les autres et surtout le côté humain et l'amour. C'est pas des grandes découvertes, tu vois, mais ça fait plaisir de lire ça. Puis c'est très mignon, très touchant, ça y a pas photo. Sauf que, au fur et à mesure des différents arcs, tu sens que ça se répète beaucoup, puisqu'au final, les quintuplets sont chacune limitées à un trait de caractère et un problème principalement. Et donc, une fois que ça a été montré et traité, et bah, par le retraiter encore et encore, ça change pas grand chose, j'aurais envie de vous dire. Et des fois, il y a par contre des bonnes idées de construction, avec genre un arc que tu suis d'abord d'un point de vue des personnages, puis d'un autre, puis d'un autre, puis d'un autre. Ce qui va offrir le tableau complet et des histoires bien différentes d'une à chacun. Et voilà, hein. Maintenant qu'on a enfin la réponse qu'on attendait depuis le tout début, ça fait bizarre. Et j'ai hâte de relire pour voir où sont les indices, de voir du coup si c'était pertinent de répéter ce qui a été répété plusieurs fois et tout ça. Donc c'est une œuvre que je regrette sans doute pas d'avoir découvert, mais qui a fait un peu moins bien et un peu trop de répétitions par rapport à ce que j'avais prévu de base. J'ai pas dit que c'était pas bon de Negi Aruba. Aruba, Aruba. Hilarant. Hop. Hop. Wow, wow, wow. Il y a un tome qui fait s'éclater par terre là. Alors là, ça fera trop si je viens les back clover, mais j'ai pas le choix parce que sans lire un seul, ça fait pas assez. Hop. Hop. J'avais largement la place en fait. Moi tant pis, hein. Au moins c'était déjà fait pour la suite. Ensuite, on a le bateau de Thésée de Higashimoto Toshiya. Là-bas, ah, ce que je vais passer. Hop. Œuvre policière et un petit peu fantastique en 10 tomes. Vous connaissez le mythe de Thésée, qui est donc un bateau qui a beaucoup voyagé. À force de voyage, bah, il se détruit petit à petit. Donc tu changes les planches une par une, et à la fin, il n'y a plus une seule planche qui est la même que l'origine. Est-ce que c'est le même bateau ou non? Et donc là, grâce à un habile tour de passe-passe, le personnage principal peut se poser la même question. Il change les planches de son histoire. Est-ce qu'au final, lui est le même bateau ou pas?
ah, c'est une question qui se pose. En plus de ça, ben, c'est très intéressant de découvrir ses traumatismes et de pourquoi est-ce qu'il est arrivé au point qu'on a découvert au début. Il est très agréable à suivre, le personnage principal, parce qu'il est vraiment bon, on veut vraiment du bien pour lui, même s'il reste pas parfait et qu'il est un peu naïf, on va pas se le cacher. Mais alors, qu'est-ce que j'aime sa relation avec un autre personnage important, qu'on découvre dès le début, ainsi que celle avec la personne qui est à l'origine de tous ces problèmes, qu'on découvre au bout d'un moment. Logique, parce que si on découvrait pas, bah, ça serait plutôt coincé comme histoire. Mais voilà, hein, c'est assez beau, c'est très bien. Je suis pas non plus sur mon énorme cul, qui est minuscule, mais j'ai adoré cette petite sourire. J'aime beaucoup le jeu sur le temps, j'aime beaucoup ce questionnement du bateau de Thésée. J'aime beaucoup les deux personnages principaux, leurs relations, et l'adversaire aussi finalement. Parce que bah, bien qu'il n'est pas des plus développés, ni des plus originaux, il fait fort bien le café, comme grand-mère. Et c'est une qualité non négligeable pour un ennemi. Et c'est évidemment de Toshiya Higashimoto, mais ça je l'ai dit en fait. Voilà. La suite, mon capitaine. C'est qu'on met ça comme ça en fait. Hop, ça sort sur la chaise, pas sur le dossier. Je vais y arriver, ça sort sur la chaise. Ah, super. Du Isa Masato. Si vous connaissez le nom de l'auteur, vous avez peut-être deviné de quoi je vais parler. Hop, Kamuya Ride. J'ai profité des tomes à 2 euros, 3 euros. Des tomes pas très chers pour découvrir quasiment tout le catalogue de Vega, qui était à des prix réduits. Kamuya Ride fait pas vraiment partie de ce que j'ai préféré. Étant donné que dans les préférés, il y a Maguel, qui est un slice of life avec des poissons des abysses que j'adore. Peleliu, qui est une œuvre historique que j'adore, et dont on parlera plus tard. Le bateau de Thésée, que j'adore et dont je viens de parler. Eh ben, merci pour ta première fois sur mon chat, Rafouf. Et tu aimes bien One Piece, toi. C'est très bien de, de me proposer ce commentaire. Bah, quand on y sera, c'est-à-dire pas tout de suite, parce qu'on a l'œuvre 22, et que One Piece est l'œuvre. Avec un espace One Piece, je crois. Et l'œuvre 60, donc on doit dire que ce sera pas pour tout de suite. Mais c'est dur, on pourra se foutre sur la gueule parce que autant à un moment j'ai beaucoup One Piece, autant maintenant bah je le lis. Ah, c'est si bien dit. Et donc, ouais, Kamuya Ride, c'est pas ma cam préférée des 5 œuvres que j'ai découvertes de Vega, parce que c'est celle que j'aime le moins. Parce que j'accroche pas vraiment au style graphique. C'est pas laid, mais c'est un style particulier auquel j'accroche pas vraiment. Et en plus, bah, au niveau de l'intrigue, c'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir déjà vu, avec un grand méchant qu'on voit dès le début, qui fait apparaître des petits monstres, et qui font grandir en puissance notre héros, et qui a un maître, si je ne m'abuse. Donc c'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir déjà vu plein de fois. Mais vu que c'est à son style, je pense que ça arrivera à se démarquer et à offrir quelque chose de bien différent. Parce que ça a quand même un petit succès sur certains collègues sur Twitter que je suis et dont j'apprécie bien les avis. Mais voilà, c'est juste que j'ai pas réussi à rentrer dedans sur 2 tomes et que pour l'instant, bah, je vais pas laisser plus de chance. Bon groove. Hop. Ensuite. C'est où ça? C'est là.
Family Compo de Tsukasa Ojo, qui est derrière donc Nicky Larson, et Katsai, tout comme ça. Et j'ai vraiment bien apprécié ce premier tome, à l'époque où je l'ai acheté. Parce qu'on a... C'est maladroit et surtout basé sur l'humour, mais on a le droit à quelques trucs sur la transidentité. Et c'est plutôt rare de voir ça dans des mangas, ça va pas se le cacher. Il y a des mangas où des personnages sont basés sur le côté androgyne, mais juste pour y jouer avec et faire ah bah un personnage féminin, mais pas vraiment sans vraiment le faire, par exemple. Mais là, il y a des vrais personnages liés à la transidentité, et c'est plutôt montré de manière potage pour l'instant, et je pense que ça peut offrir des trucs. Ah, Book Trotter aussi. Comment vous avez fait pour venir? J'ai pas fait de tweet ni rien. Et la première fois pour toi ici, bonjour. Petit coucou à toi aussi. Et oui, bah du coup, je trouve ça dommage parce que ça fait... Ah, sur Discord. Ouais, c'est vrai qu'il y a les notifs là-bas. Et bah ouais, bien joué Discord d'avoir fait venir quelques petites personnes. Donc oui, je disais bah, que j'avais bien aimé, donc je comprends pas pourquoi j'ai pas encore pris les tomes suivants et découvert la suite. Mais en même temps, c'est déjà pas la seule œuvre dont j'ai pris un ou deux tomes pour l'instant et que j'ai pas encore découvert la suite. Parce que là-dedans, on a déjà parlé de Arslan, de Brisé par ton amour, et de Kamuya Ride, alors qu'on a fait que 23 œuvres sur 102. Donc autant dire que j'ai pas mal d'œuvres par-ci par-là qui sont en retard et qu'il faudrait que je redécouvre. C'est pas la priorité, mais c'est pas non plus dans les derniers. Oh, c'est tellement bien dit ça. Ça passe pas. Hop. Ça c'est fait. Et là, c'est le moment où je ne sais pas encore comment faire parce que j'ai toujours pas décidé. Parce que je vais parler de My Hero Academia. Et je ne sais pas si je colle My Hero Academia Vigilante, Illegals, les mots sont pas d'ordre mais voilà, vous avez l'idée. Donc le spin-off. Parce que tu vois, je fais l'œuvre puis le spin-off. Ou si, vu que c'est écrit par quelqu'un d'autre, je le mets au niveau de Betancourt. Sauf que si je fais ça, faudrait que je décale tout parce que en fait Betancourt c'est là le début. Et donc c'est comme si j'avais plus ou moins fait mon choix déjà en voulant le mettre après. Bon ça sera comme ça, hein, on va parler des deux d'un coup. Maintenant, c'est bête de découper l'œuvre principale et le spin-off, même si c'est pas du même auteur, parce que c'est quand même bien lié du même univers et des propos. Donc allez, on prend tout d'un coup. Et elle donne que pourra. C'est la même couverture ou quoi? Voilà. Et donc, j'aime beaucoup, hein, ça, les deux, on va pas se le cacher. La première, parce que on a des bons passages héroïques, on va pas se mentir. Des fois, il y a des arcs un peu moins héroïques qui passent moins, et vraiment le seul qui m'a fait cet effet-là horrible, c'était la classe A contre la classe B, tome 21-22, quelque chose comme ça si je ne m'abuse. Mais tout le reste, je trouve ça très honnête à très très bon, puisque ça a bien pris en puissance, on a des personnages bien attachants, comme la famille Todoroki, ou comme les adversaires. Après, les personnages principaux, la classe de base, un peu moins. Mais alors, dès qu'on est un peu plus éloigné d'eux, oh, qu'est-ce que c'est bon! Voilà, en plus, on est dans des passages importants et on s'approche de la fin, donc cool. Et pour le spin-off, il y a eu des tomes un peu en dessous, avant que ça lance vraiment l'intrigue et tout ça. Mais c'est assez agréable de découvrir le monde des super-héros de manière différente, sans avoir des gros impératifs de puissance, en ayant plus d'impératifs de choses à montrer par-ci par-là. Et en plus de ça, les personnages sont plutôt attachants, parce qu'ils sont en dehors des règles, et c'est cool, les voyous qui font ça pour le bien. Oh, c'est tellement bien dit. Voilà, c'est moins puissant, mais il y a des passages très importants et très cool à lire. Je sais pas jusqu'à où ça va aller, ça sera répétitif avant de se finir, mais pour moi c'est un spin-off de qualité. Je peux pas dire ça avec beaucoup de spin-off. J'en ai pas lu beaucoup aussi, tu vas me dire, mais celui-là j'aime bien. En tout cas, j'en ai pour un peu de temps pour décaler tout ça.
Ça va là. Beasters. Il y a tellement de mangas par terre, c'est horrible. Ça fait plaisir à papa. Parce qu'il travaille là où vous êtes, en fait, vous. C'est son bureau de travail quand il travaille pas dans la cuisine ou dans la cuisine. Donc ça fait plaisir d'avoir une pièce avec plein de mangas par terre. Hop, hop, hop. Et le 3 aussi, il passe. Ouais, il passe, ouais. Voilà. 3, 4, 5, 6 étages déjà de fait. Ça va. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un de la famille qui était rentré. Ah, je vais pouvoir libérer un peu le sol. Parce que là on passe à Oshino Katsura. Je les ai tous foutus par terre, évidemment dans le mauvais sens, du coup je vais pas pouvoir les prendre. Pratique. Et je les ai tous mis dans ce sens en plus, mais en même temps c'est logique. Voilà. Hop. Dick Grayman de Katsura Oshino. Et bah encore une fois j'aime beaucoup. J'avais lu ça au collège, à l'époque. Depuis il y a plus beaucoup de tomes en plus, parce que le rythme de parution est pas si fou. Et je dirais que c'est le plus gros point faible de la série. On va pas se le cacher. Enfin, ça n'est pas les points faibles qu'il y a déjà de base. Parce qu'on a une série d'exorcistes plutôt classique, parce qu'on connaît les exorcistes. Sauf que ça date de 2004. En 2004, c'était moins courant. Enfin, moins que maintenant en tout cas. Et donc, ça se prend vachement bien. Là-dedans, il y a le personnage qui était ma toute première photo de profil en tant que Komorebi. Donc, Tikimik. Qu'est-ce que j'aime ce personnage. Et vraiment, jusqu'au tome 15, et l'arc de l'Arche, qui me fait largement penser à l'arc du sauvetage de Sasuke dans Naruto, du coup. C'est vraiment une belle réussite. Après, il y a encore quelques petits arcs qui sont bien, et parce qu'ils sont pertinents et plutôt rapides. Et là, depuis, on a des arcs très longs qui remet en place les différents mystères sur qui sont vraiment les personnages, ce qu'ils ont raconté. Sauf qu'ils font ça de manière super lente, parce qu'en même temps, c'est des mystères importants qu'ils ne veulent pas dévoiler comme ça. Ce qui est très bien, sauf que c'est assez maladroit et assez flou. Ce qui est donc un point faible. Et avec un rythme de parution très lent, ce point faible devient une horreur. Et chaque tome est très peu pertinent à lire, parce qu'on ne se souvient pas de ce qui s'est passé avant. Et les mystères avancent trop peu pour tenir en haleine quand tu pas à fond dedans et que tu n'as pas tous les éléments précédents en tête. Donc c'est une belle œuvre qui sera excellente à lire d'une traite, je pense. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué à lire tome par tome. Ensuite, hop là. Ça aussi, c'est par terre, je crois. Ouais, c'est là. Hop là. Hop là. Je rangerai ça après. Hop. Dr. Stone, dessiné par Boichi, dont on a déjà parlé tout à l'heure, mais là il n'est pas un auteur, il est un dessinateur, comme je viens de dire il y a une seconde. Et l'auteur c'est Riichiro Inagaki. Ben.
C'est bien? Non, bah, je sais pas. J'ai lu le tout premier chapitre quand il est sorti du Shonen Jump, donc je suis plutôt à jour sur l'œuvre depuis 2017, c'est pour la sortie, donc ça fait 5 ans. Mais je sais pas plus touché que ça. Il y a des arcs qui me parlent bien plus que d'autres, et je trouve ça un peu long en fait. Parce que dès qu'il y a un souci, ils ont une feuille de route, ça crée des nouveaux personnages sur leur route, qui leur donnent des quêtes qui remplissent pour avoir des petits éléments qui rassemblent pour avoir un gros élément qui permet de régler leurs problèmes de base. Et c'est ça, à chaque fois on se répète beaucoup, donc on sait où ça va, c'est fonctionnel, mais il n'y a pas de surprise et c'est pas passionnant. Il y a des arcs que j'aime un peu plus parce qu'il y a plus de côté aventure et parfois même action. Genre l'arc du trésor, moi je l'aime beaucoup. Il y a un peu une phase de vie au milieu où il faut pouvoir se préparer pour la fin et donc c'est la feuille de route habituelle qui me perturbe un peu parce que je ne veux pas lire un RPG. Y jouer déjà j'ai un peu de mal, alors lire un RPG, j'ai pas fan de l'idée. Ni de Johnny Hallyday, mais ça n'a rien à voir. Et... Pour te dire des blagues, je me perturbe tout seul. Mais voilà, actuellement par contre je suis pas mal convaincu. Je pense que confronter deux univers très proches, mais suffisamment éloignés pour que la confrontation soit pertinente, ça peut très bien marcher. Donc je suis toujours preneur de ce que ça a à offrir, mais ça a quand même des limites pour moi. Comme le village dans Zelda. Et limite. Hop. 2, 3. Hop. Allez, on finit ce premier étage et on pourra se laisser, je pense. Parce que j'aime bien ranger pas les mangas, mais. Donc ça dégauge. Là, hop. Ça dégage. Et on va mettre ça devant du coup. Et ça dégage. Là, pas de soucis. Hop. Ensuite on a dit, ça va prendre plein de tomes et c'est coincé là. Ça va être un plaisir de décaler ça. Hop. Là. Alors celui-là il va sûrement déplacer. L'attaque des titans de Isayama Hajime. Eh ben, c'est oui, évidemment que c'est oui. Pourquoi j'ai cherché si longtemps? Notamment, genre j'entends des amis ou des connaissances ou Twitter parler des épisodes semaine après semaine et kiffer comme pas possible. Et une fois je me dis, ah ouais, ça c'était dans le tome 30, dans le tome 31, et qu'est-ce que c'était bon cet tome? Et ce qu'il y a après aussi. Waouh! Eh, ils étaient mal rangés ce tome de One Piece ou quoi? Alors, je suis pas sûr de rekiffer totalement les passages de combat de Titan qu'il y a au début. Mais alors, le reste à partir de l'arc du tome 14 qui était mon préféré fut un temps. Donc celui où il va leur reprendre le pouvoir à l'intérieur des murs. Je sais que j'ai kiffé comme pas possible. C'est différent quand, les personnages qui marchent bien, tout ce qui est mis en place et utilisé plus tard, les grandes révélations vers les tomes 30, et jusqu'au final qui marche très bien. Mais qu'est-ce que c'est bon, la télé des titans. C'est bien réfléchi, ça sait où ça va, et franchement, belle réussite. En plus, Gabi c'est pas une pute, c'est un super personnage, donc ça c'est cool. Imagine, un personnage qui est pas une pute, quel point positif. Bon bah au moins avec ces tomes qui sont pétés la gueule, c'est plus simple de venir chercher les tomes de la télé des titans.
à voir la taille de la prochaine œuvre, mais ça sera peut-être la dernière. Ouais, parce que là, à part faire moins de 6 tomes, ça va dépasser. Et donc pour aujourd'hui, ah oui, ça va dépasser. On va s'arrêter sur Itagaki Palu. Là. Et évidemment, c'est pas dans le bon sens. Hop, 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 là. D'ailleurs, Beast Complex et Beast Stars, on va parler surtout de Beast Stars, qui est une œuvre merveilleuse. Mec, comment tu peux utiliser les animaux pour parler aussi bien des humains, de leur nature, du fait que certains soient plus carnivores, d'autres plus herbivores, sur le fait que certains essaient de s'en sortir malgré cette différence flagrante entre les deux possibilités. Oh, j'aime beaucoup. En plus, c'est magnifique. Alors maintenant, quand je regarde la nouvelle tome 1, je suis pas sûr de trouver les dessins très propres, mais il y a des idées de découpage de mise en scène extrêmement stylées. Et en plus, j'avais même pas ressenti que c'était moche, que c'était un peu plus laid en lisant la première fois. Et pourtant, genre, on reconnaît le style, c'est un peu très proche, et c'est vachement tellement plus beau maintenant, c'est magnifique, bordel. Bon, ça se voit avec ce Legoshi là et le Legoshi plus récent, la différence. Mais par contre, c'est tellement humain, il y a des passages tellement impressionnants. Genre, il y a quelques batailles, finalement, car c'est important de passer dans la vie pour grandir et montrer à quel point on a évolué. Et waouh, waouh, ah, ça envoie, hein. Voilà. Paru Itagaki, c'est une vraie autrice. Par contre, je viens de tilter que certains auteurs avaient plusieurs œuvres, certes, mais que je les ai peut-être pas rangées dans le bon ordre, et ça me fait plaisir. Tu vas peut-être pas trop dépasser, mais il faudra dépasser quand même si c'est pas le bon ordre. Bon voilà, maintenant il reste plus qu'à ranger les tomes de Beastars et on pourra se dire au revoir. Parce qu'on en aura fait suffisamment pour aujourd'hui. Ah, ça passe pas niveau hauteur, hop. Waouh, ça sera pas le cas à la fin, mais avoir Beastars à côté de lui dans Sega, quel enchaînement. Hop. Voilà. Ah, ça va faire plaisir à papa de voir ce rangement là. Et donc, bah, pour conclure, on va faire le tour. On a vu donc Shiro Amano avec son Kingdom Hearts. On a Whisper in the Dark de Angel MJ. On a Hiromu Arakawa avec 2 œuvres, donc Fullmetal Alchemist et Arslan. Inyo Asano avec sa première œuvre, un monde formidable. Shiluka Bakodon avec Brisé par ton amour. Boichi avec Sunken Rock et Origin, lisez Origin. Steven Moffat et Mark Gatiss avec leur épisode de Sherlock en manga. Tatsuya Endo avec Spy X Family. Hop. Tatsuya Endo avec Spy X Family. Ça, je viens de le dire. Nobuaki Inoki avec School Judgment. Seiji Fujii avec 17 ans et Chronique du Mal. Tatsuki Fujimoto avec Chainsaw Man. Garon Tsuchiya avec Old Boy. Ah, bah c'est là Sherlock. Et bien ici c'était en fait le Protectorat de l'Ombrelle, qui est une adaptation de roman, contrairement à une adaptation de série de Sherlock là. Gotuge avec Demon Slayer. Tanabe avec les adaptations des chefs de Lovecraft. Anazawa avec I Am a Hero. Ara avec Kingdom. Aruba avec The 400 Quintuplets. Higashimoto avec Bateau de Thésée. Ojo, ah non merde, Isa avec Kemoya Ride. Ojo avec Family Compo.
Koei Horikoshi avec My Hero Academia, son spin-off par Bettencourt. Oshino avec Dick Grayman. Riichiro Inagaki avec Dr. Stone. Isayama avec Attack Titan. Et Itagaki avec Beastars. Et bien voilà, c'est la fin de notre premier live Rangement Mangatech. On a fait donc une Mangatech sur 3. Les 3 sont pas remplis à bord, mais je crois qu'on est pas très loin. Donc ça on en a encore pour 2 fois le même temps. Un peu plus parce que j'ai fait un truc en ellipse, parce que je l'ai fait avant de commencer, et un truc en ellipse parce que ça a coupé la partie de cette VOD. Donc dire qu'on n'a pas fini et qu'il va y avoir des mangas par terre pendant quelques temps. Mais c'est pas grave, ça me fait plaisir de ranger mes mangas différemment. Alors par contre ça sera plus compliqué pour retrouver où est-ce que je dois les ranger, mais ça me fait plaisir de changer. Donc on se retrouve bientôt. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir, à Komory, à bientôt.